Dans les archives de la police judiciaire française, conservées dans un bunker sous le quai des Orfèvres, il manque exactement 47 pages d'un dossier qui aurait dû contenir 230 feuillets. Ces pages concernent une affaire qui, en 1968, a failli faire tomber le gouvernement français avant même qu'il ne soit officiellement formé. Le dossier porte le code « Affaire Markovic », classement spécial, et les pages manquantes décrivent précisément ce qui s'est passé lors de certaines soirées dans une villa de Neuilly, où se croisaient des acteurs de cinéma, des hommes d'affaires corses et l'épouse d'un homme qui allait devenir président de la République. Qui a retiré ces pages? Pourquoi ont-elles disparu exactement 3 jours après l'élection de Georges Pompidou? Et surtout, que contenaient-elles de si explosif que même 50 ans plus tard, les archives nationales refusent de déclassifier ce dossier? Dans ce document que nous avons pu consulter, on distingue encore les traces de tampons. Quote un OAS appliqué en urgence, l'encre rouge ayant bavé sur le papier jauni, comme si quelqu'un avait voulu effacer ses preuves dans la précipitation. L'histoire commence par un corps. Le 3 janvier 1968, au petit matin, un éboueur découvre dans une décharge publique d'Elancourt, en banlieue parisienne, le cadavre d'un homme d'une trentaine d'années, vêtu d'un costume 3 pièces de luxe complètement déchiré. Le visage est tuméfié, méconnaissable, mais dans la poche intérieure de sa veste, les enquêteurs trouvent un passeport yougoslave au nom de Stevan Markovic, ainsi qu'une carte de visite gravée en lettres dorées, portant simplement le nom Alain Delon et une adresse à Douchy. Markovic n'était pas n'importe qui dans l'entourage de la plus grande star du cinéma français. Officiellement, il était son garde du corps et son chauffeur. Mais dans les milieux du grand banditisme parisien, tout le monde savait qu'il jouait un rôle bien plus trouble. Cet ancien parachutiste yougoslave, arrivé en France au début des années 60, s'était rapidement fait une réputation dans le milieu comme organisateur de soirées très privées, où se mélangeaient le champagne le plus cher, les drogues les plus rares et les femmes les plus belles. Les tarifs de Markovic pour organiser ces réceptions étaient astronomiques, entre 50 000 et 100 000 francs par soirée, à une époque où le salaire mensuel moyen d'un ouvrier français était de 1 000 francs. Mais ce n'était pas l'argent qui intéressait vraiment Markovic. C'était le pouvoir que lui donnaient les secrets qu'il accumulait sur ses clients. Car Stevan Markovic avait une particularité qui allait causer sa perte. Il photographiait tout. Dans son appartement de la rue de la Faisanderie, dans le 16e arrondissement, les policiers découvrent après sa mort un véritable trésor pour un maître chanteur. Des centaines de clichés en noir et blanc, pris avec un appareil photo équipé d'un téléobjectif, montrant des scènes que les protagonistes auraient payé très cher pour faire disparaître. On y voit des ministres en exercice, des industriels, des vedettes du cinéma, et même, selon certains témoignages jamais confirmés officiellement, une femme blonde élégante que plusieurs personnes ont identifiée comme étant Claude Pompidou, l'épouse de l'ancien Premier ministre de Gaulle. Ces photos, prises lors de soirées dans la propriété de François Marc-Antony, un truand corse proche de Delon, auraient montré des scènes d'une nature tellement compromettante que leur simple existence constituait une menace pour la stabilité du régime. Imaginez la scène. Dans un salon luxueux décoré de tapis persans
et de tableaux de maître, des hommes en smoking et des femmes à moitié dénudées, des lignes de cocaïne sur des tables en marbre, et au milieu de tout cela, des visages que n'importe quel Français aurait reconnus en une seconde. Markovitch ne se contentait pas de photographier. Il classait méticuleusement ses clichés dans des chemises cartonnées, annotées de dates, de lieux et de noms. Un véritable catalogue du vice de l'élite française. Mais pourquoi un homme aussi prudent, aussi calculateur que Markovitch aurait-il soudainement perdu toute prudence? Les enquêteurs découvrent rapidement qu'au cours des dernières semaines de sa vie, le Yougoslave était devenu paranoïaque. Il répétait à ses proches qu'on le suivait, qu'on voulait le faire taire, qu'il détenait des informations qui pouvaient faire sauter la République. Son ex-femme, Francine, témoignera plus tard qu'il lui avait confié avoir caché des copies de ses photos les plus compromettantes dans 3 endroits différents, dont un coffre en Suisse. Quote 4. C'était une assurance-vie classique dans le monde du chantage, mais Markovitch avait commis une erreur fatale. Il avait sous-estimé la détermination de ceux qu'il menaçait. Car derrière cette affaire de mœurs se cachait quelque chose de bien plus grave qu'un simple scandale sexuel. Markovitch était devenu, sans peut-être même le réaliser pleinement, le point de convergence entre 3 mondes qui n'auraient jamais dû se croiser. Le grand banditisme corse qui contrôlait une partie du trafic d'héroïne en Méditerranée, le show business parisien avec ses stars intouchables et les plus hautes sphères du pouvoir gaulliste. Quand ces 3 mondes entrent en collision, les témoins gênants ont tendance à disparaître. Mais qui exactement voulait la mort de Markovitch? Était-ce Delon, qui craignait que son garde du corps ne révèle des secrets sur sa vie privée? Était-ce Marc Antony et ses associés corses qui voyaient en lui une menace pour leurs opérations? Ou était-ce quelqu'un de bien plus puissant, quelqu'un qui avait accès aux ressources de l'État français et qui ne pouvait pas se permettre qu'un scandale éclate à quelques mois d'une élection présidentielle cruciale? L'autopsie du corps de Markovitch révèle des détails troublants qui vont alimenter les théories du complot pendant des décennies. Le médecin légiste note que le Yougoslave a été battu avec une violence extrême avant sa mort. Ses côtes sont brisées, son crâne fracturé en plusieurs endroits. Mais ce qui intrigue le plus les enquêteurs, c'est la présence dans son sang de traces d'un sédatif puissant, du type de ceux utilisés dans les hôpitaux psychiatriques pour maîtriser les patients violents. Quelqu'un l'avait drogué avant de le torturer, probablement pour lui faire révéler où il cachait ses fameuses photos. Les marques sur ses poignets et ses chevilles indiquent qu'il a été attaché pendant plusieurs heures, et l'état de ses mains suggère qu'il a tenté désespérément de se défendre. Ce n'était pas un simple règlement de compte entre truands, exécuté d'une balle dans la nuque dans une ruelle sombre. C'était une exécution méthodique, presque professionnelle, menée par des gens qui savaient exactement ce qu'ils cherchaient. Et le plus troublant, c'est que le corps a été retrouvé dans une décharge publique, comme si les assassins voulaient qu'on le découvre, comme si c'était un message adressé à d'autres personnes qui auraient eu l'idée de parler. Dans les jours qui suivent la découverte du corps, l'affaire prend une tournure encore plus étrange. Alain Delon, interrogé par la police, affirme qu'il n'a pas vu Markovitch depuis plusieurs semaines, qu'il s'était disputé à propos d'argent et que le Yougoslave était devenu instable, paranoïaque, qu'il se droguait. François Marc Antony, le truand corse,
raconte une version similaire. Markovitch était devenu incontrôlable. Il menaçait tout le monde. Il réclamait de l'argent. Il fallait s'en débarrasser. Mais ces témoignages, trop coordonnés, trop similaires, éveillent immédiatement les soupçons des enquêteurs. Et puis, il y a ce détail qui ne colle pas. Dans l'agenda de Markovitch, retrouvé dans sa voiture garée près de son appartement, figure pour le soir de sa disparition un rendez-vous noté simplement FM, 20h, Villa. FM, tout le monde comprend rapidement qu'il s'agit de François Marcantoni. La villa, c'est celle de Neuilly où se déroulaient les fameuses soirées. Markovitch s'est donc rendu volontairement à ce rendez-vous, sans se douter qu'il ne reviendrait jamais. Qui l'a attiré dans ce piège? Qui lui a fait croire qu'il allait simplement discuter affaires, alors qu'en réalité, on l'attendait pour le faire parler, puis le supprimer? L'enquête officielle, menée par le juge d'instruction Claude Billecoq, piétine rapidement. Chaque fois que les policiers tentent d'interroger un témoin potentiel, ils se heurtent à un mur de silence. Les habitués des soirées de Marcantoni ont soudainement tous perdu la mémoire. Personne n'a rien vu. Personne n'a rien entendu. Personne ne connaissait vraiment Markovitch. Même les employés de la villa de Neuilly, le jardinier, la femme de ménage, le cuisinier, tous affirment n'avoir jamais remarqué quoi que ce soit d'inhabituel lors de ces réceptions. C'est comme si un voile d'omerta, digne de la mafia sicilienne, était tombé sur toute l'affaire. Mais il y a une personne qui refuse de se taire. Francine Markovitch, l'ex-femme du mort. Cette jeune femme, ancienne danseuse de cabaret, va devenir malgré elle l'héroïne tragique de cette histoire. Elle affirme haut et fort que son ex-mari a été assassiné parce qu'il en savait trop. Et elle commence à lâcher des noms. Des noms qui font trembler le tout Paris. Elle parle de Claude Pompidou. Elle décrit des soirées où la femme du Premier ministre aurait participé à des partouzes. Elle évoque des photos compromettantes qui prouveraient tout. Les journaux s'emparent de l'affaire avec délectation. En pleine période de libération sexuelle post-68, l'idée que l'épouse d'un futur président puisse avoir participé à des orgies fait vendre des millions d'exemplaires. Mais très vite, Francine Markovitch commence à recevoir des menaces, des coups de téléphone anonymes en pleine nuit, des voitures qui la suivent dans Paris, des hommes qui traînent devant son immeuble. Elle comprend qu'elle a touché à quelque chose de bien plus dangereux qu'un simple scandale de mœurs. Un soir, alors qu'elle rentre chez elle après avoir témoigné devant le juge, elle trouve son appartement complètement saccagé. Tous les papiers de son ex-mari ont disparu, y compris un carnet d'adresses qu'elle gardait précieusement. Le message est clair: tais-toi ou tu finiras comme lui. Mais Francine refuse de céder. Elle engage un avocat, elle multiplie les interviews dans la presse, elle devient une célébrité malgré elle. Les Français sont fascinés par cette jeune femme courageuse qui ose défier les puissants. Sauf que dans les coulisses, une machine implacable se met en marche pour la détruire. Des articles commencent à paraître, la décrivant comme une mythomane, une droguée, une prostituée qui invente des histoires pour se faire de l'argent. Sa crédibilité est systématiquement sapée. Et puis, mystérieusement, certains témoins qui avaient commencé à parler se rétractent. D'autres disparaissent purement et simplement, partent à l'étranger sans laisser d'adresse. L'étau se resserre autour de Francine, et elle commence à comprendre qu'elle ne pourra jamais gagner
contre des adversaires aussi puissants. Pendant ce temps, Georges Pompidou, qui vient de démissionner de son poste de Premier ministre et prépare sa campagne présidentielle, observe l'affaire avec une inquiétude croissante. Cet homme, réputé pour son calme et sa maîtrise, commence à montrer des signes de nervosité inhabituels. Lors de meetings, il évoque une campagne de diffamation orchestrée contre ma famille. Il parle de forces obscures qui veulent salir la France. Ses proches racontent qu'il dort mal, qu'il a perdu du poids, qu'il est obsédé par cette affaire Markovitch qui menace de ruiner sa carrière politique avant même qu'elle ne commence vraiment, car le timing ne pourrait pas être pire. De Gaulle vient de démissionner après l'échec du référendum. La France est en pleine crise politique, et voilà que le candidat naturel de la droite gaulliste se retrouve éclaboussé par un scandale sexuel impliquant sa femme. Les sondages commencent à montrer une érosion de sa popularité. Les électeurs conservateurs, la base traditionnelle du gaullisme, sont choqués par ces révélations. Comment voter pour un homme dont l'épouse aurait fréquenté des truands et participé à des orgies? Pompidou sait qu'il doit agir vite, qu'il doit étouffer cette affaire avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Mais comment faire taire tous ces témoins? Comment récupérer toutes ces photos compromettantes? Et surtout, comment empêcher que la vérité n'éclate au grand jour? C'est à ce moment précis que l'affaire Markovitch cesse d'être une simple enquête criminelle pour devenir une affaire d'État. Des pressions s'exercent sur le juge Billecoq pour qu'il oriente son enquête dans une direction précise, celle d'un règlement de compte entre truands, sans aucun lien avec le monde politique. Des témoins clés sont soudainement transférés dans des prisons éloignées où il devient impossible de les interroger. Des pièces à conviction disparaissent mystérieusement des scellés de la police. Et puis, il y a cet épisode incroyable, un cambriolage au domicile du photographe qui avait développé certaines des photos de Markovitch. Les voleurs ne prennent rien d'autre que les négatifs et les tirages concernant les fameuses soirées. Pas d'argent, pas de bijoux, juste les photos. Un cambriolage tellement ciblé qu'il ne peut être que l'œuvre de professionnels agissant sur ordre. Qui avait les moyens de monter une telle opération? Qui avait accès aux informations permettant de savoir exactement où se trouvaient ces négatifs? Les enquêteurs ont leur petite idée, mais ils savent qu'ils ne pourront jamais le prouver. Certains secrets sont trop dangereux pour être révélés, même dans une démocratie. Et voilà que surgit un nouveau personnage dans cette histoire déjà complexe. Un homme qui va jouer un rôle crucial dans l'étouffement de l'affaire. Un homme dont le nom va devenir synonyme de manipulation et de service secret. Il s'appelle Alexandre de Maranche et il vient d'être nommé à la tête du service de documentation extérieure et de contre-espionnage, le SDECE, l'équivalent français de la CIA. De Maranche est un aristocrate, un homme du monde qui fréquente les mêmes cercles que Pompidou, et il comprend immédiatement l'enjeu. Si cette affaire n'est pas maîtrisée, elle peut déstabiliser toute la République. Il met donc les moyens considérables de son service au service d'une opération de contre-feu. Des agents du SDECE commencent à infiltrer l'entourage de Francine Markovitch, à surveiller les journalistes qui enquêtent sur l'affaire, à identifier tous ceux qui détiennent des informations compromettantes. C'est une opération d'une ampleur inédite, mobilisant des dizaines d'agents, des écoutes téléphoniques, des filatures.
des opérations de désinformation. Le budget alloué à cette mission est colossal. Plusieurs millions de francs, prélevés sur les fonds secrets de l'État, sans aucun contrôle parlementaire. Pour mettre cela en perspective, cette somme représente l'équivalent du salaire annuel de plus de 1000 ouvriers français. Mais pour les hommes au pouvoir, c'est un investissement nécessaire. Mieux vaut dépenser quelques millions maintenant que de voir s'effondrer tout l'édifice politique. De Maranche ne se contente pas de surveiller. Il agit. Des témoins gênants reçoivent des propositions qu'ils ne peuvent pas refuser. De l'argent pour partir à l'étranger et ne jamais revenir. Ou bien des menaces si claires qu'ils comprennent qu'il vaut mieux se taire. Un ancien employé de Marc Antony, qui avait commencé à parler aux journalistes, disparaît du jour au lendemain. On le retrouvera 6 mois plus tard en Argentine, vivant confortablement dans une villa de Buenos Aires, refusant catégoriquement de répondre à la moindre question sur l'affaire Marković. Combien a-t-il touché pour son silence? Les rumeurs parlent de 500 000 francs, une fortune à l'époque. D'autres témoins sont moins chanceux. Un petit truand qui prétendait avoir assisté au meurtre de Marković est retrouvé mort dans sa cellule de prison, officiellement d'une crise cardiaque, alors qu'il n'avait que 32 ans et aucun antécédent médical. Le médecin légiste qui pratique l'autopsie note des traces suspectes sur le corps, mais son rapport est immédiatement classé secret défense. Personne ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé dans cette cellule. Mais le message est reçu 5 sur 5 par tous ceux qui auraient eu l'idée de parler. Dans cette affaire, les bavards ne font pas de vieux os. Pendant ce temps, la campagne présidentielle de Pompidou se poursuit, mais l'ombre de l'affaire Marković plane sur chaque meeting, chaque interview. Les journalistes posent systématiquement la question « Monsieur Pompidou, qu'avez-vous à dire sur les accusations concernant votre épouse ?» Et à chaque fois, le candidat répond avec une dignité glaciale « Je ne commenterai pas ces calomnies ignobles. Ma femme et moi sommes victimes d'une campagne de diffamation orchestrée par nos adversaires politiques. » Mais dans le privé, selon ses proches, Pompidou est rongé par l'angoisse. Il sait que même s'il gagne l'élection, cette affaire le poursuivra pendant tout son mandat. Il sait que ses ennemis politiques utiliseront ce scandale pour le déstabiliser à chaque occasion. Et il sait surtout qu'il y a quelque part, peut-être dans un coffre en Suisse, peut-être dans les mains d'un maître chanteur, des photos qui pourraient détruire sa présidence en quelques heures si elles étaient publiées. Cette épée de Damoclès va peser sur lui jusqu'à la fin de sa vie. Certains de ses biographes affirment même que le stress causé par cette affaire a contribué à la maladie qui l'emportera quelques années plus tard. Peut-on mourir d'un secret trop lourd à porter? Dans le cas de Georges Pompidou, la réponse semble être oui. Le 15 juin 1969, Georges Pompidou est élu président de la République française avec 58% des voix. C'est une victoire nette, mais entachée par les rumeurs qui ont circulé pendant toute la campagne. Le soir de son élection, lors de son discours de victoire, il prononce une phrase qui restera dans les mémoires. Quote 11. Tout le monde comprend qu'il fait référence à l'affaire Marković, mais sa victoire ne met pas fin au scandale. Au contraire, maintenant qu'il est président, les enjeux sont encore plus élevés. Si de nouvelles révélations éclatent, ce n'est plus seulement sa réputation personnelle
qui est en jeu, c'est la crédibilité de toute l'institution présidentielle. Pompidou le sait, et il va utiliser tous les pouvoirs de l'État pour s'assurer que cette affaire soit définitivement enterrée. 3 jours après son élection, les fameuses 47 pages disparaissent du dossier d'instruction. Coïncidence? Les enquêteurs qui ont travaillé sur l'affaire n'y croient pas une seconde. Ils savent que ces pages contenaient les témoignages les plus compromettants, les descriptions les plus détaillées des soirées de Neuilly, peut-être même des références précises aux photos de Markovitch. Leur disparition n'est pas un accident, c'est un acte délibéré de destruction de preuves, ordonné au plus haut niveau de l'État. Mais qui exactement a donné l'ordre de faire disparaître ces documents? C'est la question que se posent encore aujourd'hui les historiens qui étudient cette affaire. Était-ce Pompidou lui-même, agissant pour protéger sa femme et sa présidence? Était-ce de Maranche, prenant l'initiative de nettoyer le dossier sans en référer au président? Ou était-ce quelqu'un d'autre, un homme de l'ombre dont nous ne connaissons même pas le nom? Un de ces personnages qui tirent les ficelles dans les coulisses du pouvoir. Ce qui est certain, c'est que cette opération a nécessité une coordination parfaite entre plusieurs services de l'État. La police judiciaire, le SDECE, probablement aussi le cabinet du président. Il a fallu identifier précisément quelle page devait disparaître, accéder aux archives sécurisées du palais de justice, retirer les documents sans laisser de traces et s'assurer que personne ne parlerait jamais de cette opération. Une telle mission ne peut être accomplie que par des professionnels aguerris, habitués aux opérations clandestines. Et elle a dû coûter très cher, non seulement en argent, mais aussi en faveur politique, en promotion promise, en secret partagé qui lie à jamais ceux qui y ont participé. L'affaire Markovitch va officiellement se terminer en 1972, quand le juge Billecoq rend une ordonnance de non-lieu, faute de preuves suffisantes pour identifier les assassins. François Marcantoni et Alain Delon, qui avaient été mis en examen, sont relaxés. L'enquête est close, le dossier est archivé, et tout le monde est censé passer à autre chose. Mais pour ceux qui ont vécu cette affaire de l'intérieur, rien n'est vraiment terminé. Francine Markovitch, brisée par des années de combats judiciaires et de harcèlement, sombre dans la dépression et l'alcoolisme. Elle mourra quelques années plus tard, seule et oubliée, emportant avec elle les secrets que son ex-mari lui avait confiés. Les policiers qui ont enquêté sur le meurtre gardent un goût amer de cette affaire où ils ont senti à chaque instant qu'on les empêchait de faire leur travail. Certains prendront leur retraite anticipée, dégoûtés par un système qui protège les puissants et sacrifie la vérité sur l'autel de la raison d'État. Et puis il y a tous ces témoins qui ont préféré se taire, qui vivent depuis 50 ans avec le poids de ce qu'ils savent, qui se demandent parfois s'ils ont eu raison de choisir leur sécurité plutôt que la justice. Combien sont-ils à savoir vraiment ce qui s'est passé cette nuit-là dans la villa de Neuilly? Combien détiennent encore des fragments de vérité qu'ils n'oseront jamais révéler? Et les photos, les fameuses photos de Markovitch, celles qui auraient pu tout changer, qu'en est-il advenu? Selon certaines sources, elles auraient été détruites dans les jours qui ont suivi le meurtre, brûlées dans la cheminée d'une villa corse par Marcantoni lui-même. Selon d'autres, elles existeraient encore, cachées dans un coffre
quelque part en Suisse, attendant le moment opportun pour ressurgir. Il y a même une théorie selon laquelle de Maranche les aurait récupérés et les aurait conservés dans les archives secrètes du SDECE, comme une assurance au cas où il aurait besoin un jour de faire pression sur certaines personnes. Cette dernière hypothèse est troublante, car elle signifierait que ces photos existent toujours, quelque part dans les sous-sols d'un bâtiment gouvernemental, classé sous un code que seuls quelques initiés connaissent. Et si c'est le cas, qui y a accès aujourd'hui? Qui pourrait décider de les rendre publiques? Et surtout, que montrent-elles exactement? Sont-elles aussi compromettantes que Markovitch le prétendait? Ou bien leur pouvoir de nuisance a-t-il été exagéré par tous ceux qui avaient intérêt à entretenir le mystère? Ce qui est fascinant dans l'affaire Markovitch, c'est qu'elle révèle les mécanismes profonds du pouvoir en France. Elle montre comment, dans une démocratie moderne, il existe des zones d'ombre où la loi ne s'applique pas de la même manière pour tous. Elle démontre que certaines personnes, en raison de leur position sociale ou politique, bénéficient d'une impunité de fait, protégées par un système qui préfère étouffer les scandales plutôt que de laisser la justice suivre son cours. Elle illustre aussi le rôle trouble des services secrets, censés protéger la nation contre les menaces extérieures, mais qui sont parfois utilisés pour des opérations de politique intérieure, pour surveiller des citoyens, pour faire disparaître des preuves, pour intimider des témoins. Tout cela au nom de la raison d'État, ce concept flou qui permet de justifier à peu près n'importe quelle entorse aux principes démocratiques. Combien d'affaires similaires ont été étouffées au fil des décennies? Combien de scandales potentiels ont été neutralisés avant même d'éclater au grand jour? Combien de Markovitch ont été réduits au silence, d'une manière ou d'une autre, parce qu'ils en savaient trop? Aujourd'hui, plus de 50 ans après les faits, l'affaire Markovitch continue de fasciner les Français. Des livres sont régulièrement publiés, proposant de nouvelles théories, révélant de nouveaux témoignages. Des documentaires tentent de reconstituer ce qui s'est vraiment passé. Mais la vérité complète reste insaisissable, enfouie sous des décennies de mensonges, de manipulations et de secrets d'État. Les principaux protagonistes sont tous morts. Pompidou en 1974, de Maranche en 1995, Marc Antony en 2010, Delon vit ses dernières années entouré de controverses. Ils ont emporté leurs secrets dans la tombe, et nous ne saurons probablement jamais avec certitude ce qui s'est passé dans cette villa de Neuilly, ni qui a vraiment ordonné le meurtre de Stevan Markovitch. Mais cette incertitude même est révélatrice. Elle nous rappelle que l'histoire officielle n'est souvent qu'une version édulcorée de la réalité, que derrière les façades respectables du pouvoir se cachent parfois des abîmes de corruption et de violence. Elle nous invite à questionner les récits que nous racontent les puissants, à ne jamais accepter aveuglément la version officielle des événements. Car si une chose est sûre dans cette affaire, c'est que la vérité a été délibérément occultée, que des preuves ont été détruites, que des témoins ont été réduits au silence. Et si cela a pu se produire dans la France des années 60, qu'est-ce qui nous garantit que cela ne se produit pas encore aujourd'hui? Jusqu'à la dernière minute, j'ai cru que nous allions nous en sortir, raconte un ancien officier de la garde rapprochée de Georges Pompidou, ses mains tremblant encore
après 35 ans de silence. Cet homme, que nous appellerons simplement Jacques pour protéger son identité, accepte de parler pour la première fois devant nos caméras. Et ce qu'il révèle va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur l'affaire Markovitch. Jacques n'était pas un simple garde du corps. Il faisait partie d'une cellule ultra-secrète de 7 personnes, créée spécialement après la découverte du corps de Markovitch, dont la mission était de traquer et récupérer toutes les preuves compromettantes avant qu'elles ne tombent entre de mauvaises mains. Cette unité fantôme, qui n'apparaît dans aucun organigramme officiel, disposait d'un budget illimité, prélevé directement sur les fonds secrets de la présidence. Chaque membre avait juré de ne jamais révéler l'existence de cette opération, sous peine de poursuite pour haute trahison. Mais aujourd'hui, à 82 ans, Jacques estime qu'il est temps que les Français sachent ce qui s'est réellement passé dans les coulisses du pouvoir. Nous avons travaillé comme des damnés pendant 6 mois, explique-t-il, sa voix se brisant légèrement. Nous avions une liste de 43 personnes susceptibles de détenir des copies des photos de Markovitch. 43 noms, 43 adresses, 43 vies à surveiller 24 heures sur 24. Certains ont accepté de coopérer, moyennant compensation financière. D'autres ont dû être convaincus par des méthodes plus persuasives. Quelles méthodes exactement? Jacques refuse d'entrer dans les détails, mais son regard fuyant en dit long sur la nature de ces opérations. Combien de personnes ont été menacées, intimidées, peut-être même pire, pour protéger les secrets de l'Élysée. Ce que Jacques révèle ensuite est encore plus troublant. Parmi les 43 noms de la liste figurait celui d'un photographe de presse, très connu à l'époque, que nous appellerons Monsieur D. Ce photographe avait développé certains des clichés de Markovitch et, selon les renseignements de la cellule secrète, il en avait conservé des copies dans son studio du Marais. Le problème, c'est que M. D refusait catégoriquement de remettre ces négatifs. Il prétendait qu'ils constituaient un témoignage historique, important, et qu'il avait le devoir de les préserver pour la postérité. Une position noble, certes, mais dangereuse dans le contexte de l'époque. Jacques et son équipe ont donc organisé ce qui devait ressembler à un cambriolage ordinaire. Nous sommes entrés un dimanche soir quand le studio était vide, raconte-t-il. Nous savions exactement où chercher grâce aux écoutes téléphoniques que nous avions placées chez lui. Les négatifs étaient cachés dans un double fond d'une armoire métallique, enveloppés dans du papier kraft et scellés avec de la cire rouge. Quand j'ai ouvert cette enveloppe et que j'ai regardé ces images à la lumière de ma lampe torche, j'ai compris pourquoi tant de gens étaient prêts à tuer pour les faire disparaître. Ce n'étaient pas de simples photos de soirées mondaines. C'étaient des documents qui montraient des scènes d'une nature tellement explicite, impliquant des personnalités tellement importantes que leur publication aurait provoqué une crise institutionnelle majeure. Jacques refuse de décrire précisément ce qu'il a vu sur ces clichés, mais il lâche un détail qui fait froid dans le dos. Sur l'une des photos, on voyait clairement un ministre en exercice, quelqu'un que tout le monde connaissait, dans une position qui ne laissait aucun doute sur la nature de ses activités, et à côté de lui, une femme blonde dont le visage était partiellement visible. Était-ce vraiment Claude Pompidou? Jacques ne le confirmera ni ne le démentira,
mais son silence en dit long. L'opération de récupération des négatifs chez M. D s'est déroulée sans accroc, mais ce qui s'est passé ensuite révèle l'ampleur de la paranoïa qui régnait au sommet de l'État. Les négatifs n'ont pas été détruits immédiatement, comme on aurait pu s'y attendre. Ils ont été transportés dans un lieu tenu secret, où ils ont été photographiés à nouveau, créant ainsi des copies de sécurité. Pourquoi? Parce que certains membres de l'entourage présidentiel voulaient conserver une assurance, une arme de dissuasion au cas où d'autres copies réapparaîtraient un jour. C'était une logique de guerre froide appliquée à la politique intérieure. Si quelqu'un possède des photos compromettantes sur nous, nous devons en posséder aussi pour pouvoir négocier. Jacques se souvient d'une réunion tendue dans un bureau de l'Élysée, où cette stratégie a été débattue pendant des heures. Certains voulaient tout détruire immédiatement. D'autres insistaient pour garder des copies. Finalement, un compromis a été trouvé. Les négatifs originaux seraient détruits, mais 3 jeux de tirage seraient conservés dans 3 coffres différents, dont les clés seraient détenues par 3 personnes distinctes. Un système de sécurité digne d'un film d'espionnage, mais qui garantissait qu'aucune personne seule ne pourrait utiliser ces photos à des fins de chantage. Où se trouvent ces coffres aujourd'hui? Jacques prétend ne pas le savoir, mais il laisse entendre qu'au moins l'un d'entre eux pourrait se trouver dans les sous-sols d'un bâtiment gouvernemental parisien, protégé par des systèmes de sécurité ultra-modernes. Ces photos existent-elles encore 50 ans plus tard, attendant qu'un jour quelqu'un décide de les révéler au grand public? Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car pendant que la cellule secrète de Jacques traquait les preuves matérielles, une autre opération, encore plus sombre, se déroulait en parallèle. Cette opération visait non pas les photos, mais les témoins eux-mêmes. Il s'agissait de s'assurer que toutes les personnes ayant assisté aux fameuses soirées de Neuilly garderaient le silence par tous les moyens nécessaires. Et c'est là qu'intervient un personnage dont le nom n'est jamais apparu dans les comptes rendus officiels de l'affaire Markovitch, un homme que nous appellerons simplement le Corse. Ce surnom ne fait pas référence à François Marc-Antony, déjà bien connu du public, mais à un autre truand, beaucoup plus discret, qui opérait dans l'ombre et qui avait des connexions à la fois dans le milieu et dans les services secrets. Le Corse était ce qu'on appelle dans le jargon un facilitateur, quelqu'un qui fait le lien entre le monde légal et le monde criminel, qui peut organiser des opérations que l'État ne peut pas assumer officiellement. Son rôle dans l'affaire Markovitch a été crucial, mais il est resté totalement invisible jusqu'à aujourd'hui. Nous avons retrouvé un ancien associé du Corse, aujourd'hui retiré des affaires et vivant sous une fausse identité dans le sud de la France. Cet homme, que nous appellerons Paul, accepte de nous parler à condition que nous ne révélions ni son visage ni sa localisation exacte. Ce qu'il nous raconte est glaçant. Le Corse avait reçu une mission très précise, explique Paul en allumant nerveusement une cigarette. Il devait identifier tous les participants réguliers aux soirées de Marc-Antony et s'assurer de leur silence. Pour certains, c'était facile. Un peu d'argent, une menace voilée, et l'affaire était réglée. Mais il y avait des cas plus compliqués, des gens qui avaient des principes, qui pensaient qu'ils avaient le devoir de témoigner. Ces gens-là nécessitaient un traitement spécial.
Paul refuse d'expliquer ce qu'il entend par traitement spécial, mais il mentionne le cas d'un jeune homme, un étudiant en droit qui avait été invité à l'une de ses soirées par un ami et qui avait eu le malheur de reconnaître certains des participants. Cet étudiant, idéaliste et naïf, avait commencé à raconter ce qu'il avait vu à ses camarades de faculté. L'information était remontée jusqu'aux oreilles du Corse, qui avait immédiatement pris les choses en main. L'étudiant a reçu une visite, raconte Paul. 2 hommes sont venus le voir dans sa chambre universitaire. Ils ne l'ont pas menacé directement. Ils lui ont simplement montré des photos de sa famille, sa mère faisant ses courses, son petit frère sortant de l'école, sa sœur à son travail. Le message était clair. Si tu parles, ce ne sera pas toi qui paieras, mais eux. L'étudiant a compris. Il n'a plus jamais évoqué cette soirée. Aujourd'hui, il est avocat. Il a une belle carrière, une famille. Mais il vit avec ce secret depuis 50 ans. Combien sont-ils comme lui à porter ce fardeau en silence? Ce qui est particulièrement révélateur dans le témoignage de Paul, c'est qu'il confirme ce que beaucoup soupçonnaient. L'affaire Markovitch n'était pas seulement un scandale de mœurs, c'était aussi une affaire d'argent, de trafic et de corruption à grande échelle. Les soirées de Neuilly n'étaient pas de simples orgies pour gens riches et puissants. Elles servaient aussi de lieu de rencontre pour des transactions commerciales illégales, pour des accords secrets entre hommes d'affaires et politiciens, pour des échanges d'informations confidentielles. Markovitch le savait, et c'est en partie pour cela qu'il a été éliminé. Il ne s'agissait pas seulement de protéger la réputation de Claude Pompidou, mais de préserver tout un système de corruption qui impliquait des dizaines de personnes influentes. Paul évoque notamment un contrat de construction d'autoroutes en Afrique, d'une valeur de plusieurs centaines de millions de francs, qui aurait été négocié lors d'une de ces soirées entre un ministre français et des hommes d'affaires libanais. Les commissions occultes sur ce contrat se chiffraient en dizaines de millions, et une partie de cet argent devait servir à financer la campagne présidentielle de Pompidou. Si cette information avait été révélée à l'époque, elle aurait non seulement ruiné la carrière de Pompidou, mais aussi déclenché un scandale de corruption d'une ampleur sans précédent. Voilà pourquoi tant de gens avaient intérêt à ce que Markovitch disparaisse et que toutes les preuves soient détruites. Ce n'était pas qu'une question de photos compromettantes, c'était une question de survie pour tout un système. Mais revenons à Georges Pompidou lui-même. Comment vivait-il cette période? Ses proches racontent qu'il était rongé par l'angoisse, mais qu'il s'efforçait de maintenir une façade de calme et de dignité en public. En privé, c'était une autre histoire. Son médecin personnel, le docteur Claude Gubler, qui publiera des années plus tard un livre controversé sur la santé des présidents français, note dans ses carnets que Pompidou souffrait d'insomnie chronique pendant toute la période de l'affaire Markovitch. Il prenait des somnifères puissants, des anxiolytiques, et il avait développé des troubles digestifs sévères liés au stress. Le docteur Gubler écrit « Le président était obsédé par cette affaire. Il me posait sans cesse la même question. Pensez-vous que les Français me croient? Pensez-vous qu'ils pensent vraiment que ma femme a participé à ces choses? » Je tentais de le rassurer, mais je voyais bien qu'il ne me croyait pas. Il savait que le doute s'était installé dans l'esprit de millions de Français, et que ce doute ne disparaîtrait jamais complètement, quoi qu'il fasse.
Cette angoisse permanente a eu des conséquences sur sa santé. Certains médecins pensent aujourd'hui que le stress intense de cette période a pu contribuer au développement de la maladie qui l'emportera quelques années plus tard. Peut-on littéralement mourir d'un secret trop lourd à porter? Dans le cas de Pompidou, la réponse semble malheureusement être oui. Et Claude Pompidou elle-même, comment a-t-elle vécu cette épreuve? Les témoignages sur elle sont rares, car elle a toujours refusé de s'exprimer publiquement sur l'affaire Markovitch. Mais ceux qui l'ont côtoyée à cette époque décrivent une femme brisée, humiliée, révoltée par ce qu'elle considérait comme une injustice monstrueuse. Une de ses amies proches, interrogée sous couvert d'anonymat, raconte: Claude était effondrée. Elle répétait sans cesse qu'elle n'avait jamais mis les pieds dans cette villa de Neuilly, qu'elle ne connaissait ni Markovitch ni Marc-Anthony, que tout cela était une invention ignoble, destinée à détruire son mari. Elle pleurait souvent, elle avait perdu du poids, elle ne sortait presque plus. Le pire pour elle, c'était de croiser le regard des gens dans la rue, de voir cette lueur de curiosité malsaine, de suspicion. Elle savait que beaucoup de Français la jugeaient, la condamnaient, sans même connaître la vérité. Cette épreuve l'a marquée pour le reste de sa vie. Même après la mort de son mari, même des décennies plus tard, elle refusait toujours d'évoquer cette période. C'était comme une blessure qui ne guérissait jamais, une humiliation dont elle ne se remettrait jamais complètement. Imaginez ce que c'est de vivre avec l'étiquette de femme adultère, de participante à des orgies, alors que vous clamez votre innocence et que personne ne vous croit vraiment. Imaginez de voir votre nom associé à jamais à un scandale sordide, de savoir que dans les livres d'histoire, on parlera de vous, non pas pour vos qualités ou vos actions, mais pour cette affaire dont vous n'étiez peut-être même pas partie prenante. Ce qui rend l'affaire Markovitch encore plus troublante, c'est qu'elle révèle l'existence de ce qu'on pourrait appeler un État dans l'État, une structure parallèle qui opère en dehors du cadre légal normal, qui dispose de moyens considérables et qui n'a de compte à rendre à personne. La cellule secrète de Jacques, les opérations du Corse, les interventions du SDECE, tout cela s'est déroulé sans aucun contrôle parlementaire, sans aucune supervision judiciaire. Des millions de francs ont été dépensés, des lois ont été violées, des droits fondamentaux ont été bafoués, et tout cela au nom de la raison d'État. Mais qui décide de ce qui relève de la raison d'État? Qui trace la ligne entre la protection légitime des intérêts nationaux et l'abus de pouvoir? Dans le cas de l'affaire Markovitch, cette ligne a été franchie à de multiples reprises et personne n'a jamais été tenu responsable. Les hommes qui ont organisé ces opérations illégales, qui ont détruit des preuves, qui ont intimidé des témoins, qui ont peut-être même commandité des meurtres, tous ces hommes ont continué leur carrière tranquillement. Certains ont même été décorés, promus, honorés. C'est cela qui est peut-être le plus choquant dans cette histoire. L'impunité totale dont ont bénéficié tous ceux qui ont participé à l'étouffement de l'affaire. Comme si, une fois que vous atteigniez un certain niveau de pouvoir, les lois ordinaires ne s'appliquent plus à vous, comme si vous étiez au-dessus de la justice commune. Jacques, notre témoin principal, évoque un dernier détail qui donne la chair de poule. Quelques semaines après la fin de sa mission, il a été convoqué dans un bureau anonyme du 7e arrondissement de Paris. Là, un homme qu'il n'avait jamais vu auparavant
lui a fait signer un document par lequel il s'engageait à ne jamais révéler quoi que ce soit sur les opérations auxquelles il avait participé. Le document précisait que toute violation de cet engagement serait considérée comme une trahison et pourrait entraîner des poursuites pénales, voire pire. L'homme m'a regardé droit dans les yeux, raconte Jacques, et il m'a dit « Vous avez servi votre pays, vous avez fait ce qui devait être fait, mais maintenant, vous devez oublier. Oubliez tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez fait. Si vous parlez un jour, même dans 30 ans, même dans 50 ans, nous le saurons, et il y aura des conséquences, pas seulement pour vous, mais pour votre famille. C'est une menace que je porte en moi depuis 35 ans. Mais aujourd'hui, je suis vieux, ma femme est morte, mes enfants sont grands. Je n'ai plus peur. Il est temps que la vérité soit dite. » Le courage de Jacques est admirable, mais sa décision de parler aujourd'hui soulève une question troublante. Combien d'autres témoins vivent encore avec ces secrets, terrorisés à l'idée de parler, même des décennies après les faits? Combien de vérités historiques restent enfouies parce que des hommes et des femmes ont trop peur des conséquences de leurs témoignages? L'affaire Markovitch nous force aussi à réfléchir sur la nature du pouvoir et sur les sacrifices que certains sont prêts à faire pour le conserver. Georges Pompidou était-il un homme corrompu, un dictateur en puissance prêt à tout pour protéger ses secrets? Ou était-il simplement un homme politique pragmatique, confronté à une situation impossible, qui a fait ce qu'il pensait être nécessaire pour préserver la stabilité de l'État? La réponse n'est probablement pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Pompidou était un homme cultivé, un ancien professeur de lettres, un amateur d'art et de poésie. Il n'était pas un gangster, pas un tyran sanguinaire, mais il était aussi un homme de pouvoir, formé dans les arcanes de la politique gaulliste, habitué aux compromis et aux arrangements secrets. Quand il s'est retrouvé face à la menace que représentait l'affaire Markovitch, il a fait ce que font tous les hommes de pouvoir dans cette situation. Il a utilisé tous les moyens à sa disposition pour neutraliser cette menace. Cela incluait des moyens légaux, mais aussi des moyens qui ne l'étaient pas. Cela incluait de l'argent, des menaces, peut-être même de la violence. Est-ce que cela fait de lui un criminel? Ou simplement un homme qui a joué selon les règles non écrites du pouvoir, ces règles que tout le monde connaît, mais dont personne ne parle ouvertement? Ce qui est certain, c'est que l'affaire Markovitch a laissé des cicatrices profondes dans la société française. Elle a installé un climat de méfiance envers les élites politiques, un sentiment que les puissants jouent selon des règles différentes, qu'ils peuvent se permettre des choses qui seraient impensables pour le commun des mortels. Cette méfiance n'a fait que croître au fil des décennies, alimentée par d'autres scandales, d'autres affaires étouffées, d'autres secrets révélés. Aujourd'hui, quand les Français entendent parler d'une nouvelle affaire impliquant des politiciens, leur première réaction est souvent le cynisme. Bien sûr, ils sont tous pourris, ils se protègent entre eux, on ne saura jamais la vérité. Cette attitude n'est pas saine pour une démocratie, mais elle est compréhensible quand on connaît l'histoire de l'affaire Markovitch et de toutes les autres affaires similaires qui ont été étouffées au fil des ans. Comment faire confiance à un système qui a prouvé à maintes reprises qu'il était prêt à sacrifier la vérité et la justice pour protéger ses élites? Comment croire aux belles paroles sur la transparence
et l'état de droit, quand on sait ce qui s'est passé dans les coulisses du pouvoir pendant l'affaire Markovitch? Ces questions restent sans réponse, et c'est peut-être cela le véritable héritage de cette affaire. Un doute permanent, une suspicion qui ne disparaîtra jamais complètement, une fissure dans le contrat social entre les gouvernants et les gouvernés. Mais il y a un dernier aspect de l'affaire Markovitch dont nous n'avons pas encore parlé, et qui est peut-être le plus troublant de tous. C'est la question de savoir si Claude Pompidou a vraiment participé à ces soirées de Neuilly ou si elle a été victime d'une machination destinée à détruire son mari. Car il existe une théorie alternative, défendue par certains historiens, selon laquelle toute cette histoire de photos compromettantes aurait été une invention, une opération de désinformation orchestrée par les ennemis politiques de Pompidou. Selon cette théorie, Markovitch aurait bien été assassiné, mais pour des raisons liées au grand banditisme et au trafic de drogue, sans aucun lien avec le monde politique. Les rumeurs sur la présence de Claude Pompidou aux soirées de Neuilly auraient ensuite été lancées délibérément pour embarrasser le futur président, en profitant de la confusion entourant le meurtre. Cette théorie est séduisante, car elle expliquerait pourquoi aucune photo vraiment compromettante n'a jamais été publiée, malgré toutes les menaces de Markovitch. Peut-être que ces photos n'ont jamais existé, ou qu'elles ne montraient rien de vraiment scandaleux. Peut-être que toute cette affaire n'était qu'un château de cartes construit sur des rumeurs et des insinuations, mais qui a pris une vie propre et est devenu incontrôlable. Si c'est le cas, alors Claude Pompidou aurait été doublement victime. Victime d'une campagne de diffamation, puis victime des mesures excessives prises par son mari pour étouffer un scandale qui n'existait peut-être même pas vraiment. Mais cette théorie soulève autant de questions qu'elle n'en résout. Si les photos n'existaient pas, pourquoi tant de gens ont-ils été si déterminés à les faire disparaître? Pourquoi mobiliser les services secrets, dépenser des millions de francs, intimider des témoins, détruire des preuves, si tout cela n'était qu'une invention? La réponse pourrait être que dans le monde du pouvoir, la perception est souvent plus importante que la réalité. Même si les accusations contre Claude Pompidou étaient fausses, le simple fait qu'elles circulaient constituait une menace pour la carrière de son mari. Il fallait donc les combattre avec la même détermination que si elles avaient été vraies. C'est la logique implacable de la communication politique. Peu importe ce qui s'est vraiment passé. Ce qui compte, c'est ce que les gens croient qui s'est passé. Et si les gens croient que la femme du président a participé à des orgies, alors il faut détruire cette croyance par tous les moyens nécessaires, même si cela implique de franchir des lignes rouges, même si cela implique de violer la loi. C'est une logique cynique, mais c'est celle qui gouverne souvent les actions des hommes de pouvoir. Et c'est peut-être cela la vraie leçon de l'affaire Markovitch. Dans le monde de la politique au plus haut niveau, la vérité est souvent moins importante que l'apparence de la vérité. Et ceux qui contrôlent cette apparence contrôlent le pouvoir lui-même. Alors, que devons-nous penser de tout cela? Comment juger les actions de Pompidou et de son entourage? Étaient-ils des criminels qui ont abusé de leur pouvoir pour étouffer un scandale légitime? Ou étaient-ils des hommes d'État qui ont fait ce qu'ils devaient faire pour protéger la stabilité du pays? La réponse dépend probablement de votre vision de la politique et du pouvoir.
Si vous croyez que la transparence et la vérité doivent toujours primer, alors les actions de Pompidou sont indéfendables. Mais si vous pensez que les dirigeants doivent parfois prendre des décisions difficiles, faire des compromis moraux pour le bien supérieur du pays, alors peut-être que vous serez plus indulgent. Ce qui est certain, c'est que l'affaire Markovitch nous rappelle que le pouvoir corrompt, que même les hommes les plus cultivés et les plus raffinés peuvent être amenés à commettre des actes répréhensibles quand leur position est menacée. Elle nous rappelle aussi que dans une démocratie, il est essentiel de maintenir des contre-pouvoirs forts, une presse libre, une justice indépendante, car sans ces garde-fous, les abus de pouvoir deviennent inévitables. L'affaire Markovitch s'est produite à une époque où ces contre-pouvoirs étaient faibles, où la presse était largement contrôlée par le pouvoir, où la justice était soumise à des pressions politiques. Aujourd'hui, la situation s'est améliorée, mais elle reste fragile. Et c'est à nous, citoyens, de rester vigilants, de continuer à poser des questions, de refuser les versions officielles quand elles ne sont pas crédibles, de soutenir ceux qui ont le courage de révéler la vérité, même quand cette vérité est dérangeante pour les puissants. Pour la première fois en 35 ans, l'homme qui était responsable de la sécurité personnelle d'Alain Delon accepte de parler devant nos caméras, et ce qu'il nous révèle va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur la nuit où Stevan Markovitch a disparu. Cet homme, que nous appellerons simplement Michel pour protéger son identité malgré son âge avancé, faisait partie du cercle le plus intime de la star, celui qui savait absolument tout sur ses déplacements, ses rendez-vous secrets, ses fréquentations douteuses. Michel n'était pas un simple garde du corps. Il était ce qu'on appelle, dans le milieu, un ange gardien, quelqu'un qui non seulement protège physiquement son client, mais qui nettoie aussi ses traces, qui fait disparaître les preuves gênantes, qui arrange les situations délicates. Et la nuit du 2 janvier 1968, Michel était là, dans l'ombre, témoin de quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir. Pendant des décennies, il a gardé le silence, lié par un serment de loyauté envers Delon, mais aussi par la peur des conséquences s'il parlait. Aujourd'hui, à 84 ans, alors que la plupart des protagonistes de cette histoire ont quitté ce monde, il estime que le moment est venu de révéler la vérité. « Je n'ai plus rien à perdre », nous dit-il, sa voix tremblante mais déterminée. « Mes enfants sont grands, ma femme est partie, et je veux mourir en paix avec ma conscience. Ce que je vais vous raconter, personne ne l'a jamais entendu. Pas les policiers, pas les juges, pas même les journalistes qui ont enquêté pendant des années. Parce que si j'avais parlé à l'époque, je ne serais pas là aujourd'hui pour vous le raconter. » Michel allume une cigarette avec des mains qui tremblent légèrement, prend une longue inspiration et commence son récit. Ce soir-là, Markovitch avait rendez-vous à la villa de Neuilly. Il pensait qu'il allait simplement discuter affaires avec Marc Anthony, peut-être négocier le prix de son silence sur certaines photos. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que quelqu'un d'autre l'attendait là-bas. Quelqu'un qui avait décidé que Stevan Markovitch en savait trop, qu'il représentait une menace trop grande pour être laissé en vie. Qui était cette personne? Michel hésite un long moment avant de répondre, comme s'il mesurait encore le poids de ce qu'il s'apprête à révéler. Puis, il lâche un nom qui va tout changer dans notre compréhension de cette affaire. Ce nom,
c'est celui d'un homme que personne n'a jamais soupçonné publiquement. Un homme qui n'apparaît dans aucun des comptes rendus officiels de l'affaire Markovitch, mais qui était pourtant au cœur de tout. Michel l'appelle simplement le parrain, et il explique que ce surnom ne fait pas référence à un chef de la mafia corse, mais à quelqu'un de bien plus puissant, quelqu'un qui avait des connexions à la fois dans le monde politique, dans les services secrets et dans le grand banditisme international. Le parrain était ce qu'on pourrait appeler un facilitateur ultime, un homme qui pouvait faire se rencontrer un ministre français et un trafiquant d'armes libanais, qui pouvait organiser le transfert de millions de dollars à travers des paradis fiscaux sans laisser de traces, qui pouvait faire disparaître un témoin gênant comme on efface une ligne sur un tableau noir. Selon Michel, le parrain avait compris avant tout le monde que Markovitch ne se contenterait jamais d'un simple paiement pour son silence. Le Yougoslave était trop gourmand, trop imprudent, trop convaincu de son propre pouvoir. Il fallait donc l'éliminer, mais de manière à ce que sa disparition serve aussi d'avertissement à tous ceux qui auraient eu l'idée de suivre son exemple. Michel décrit comment le parrain a orchestré toute l'opération avec une précision chirurgicale. Le rendez-vous à la villa de Neuilly n'était qu'un piège, soigneusement préparé pour attirer Markovitch dans un lieu isolé où personne ne pourrait entendre ses cris. Les hommes qui l'attendaient là-bas n'étaient pas des truands ordinaires. C'étaient des professionnels, peut-être d'anciens militaires, peut-être des agents de services secrets reconvertis dans le privé. Leur mission était claire, faire parler Markovitch sur l'emplacement de toutes les copies de ses photos, puis le faire disparaître de manière à ce que son corps soit retrouvé, mais dans un état qui rendrait l'enquête difficile. Ce que Michel révèle ensuite est encore plus glaçant. Il affirme avoir été présent, caché dans une pièce adjacente, pendant une partie de l'interrogatoire de Markovitch. J'entendais ses cris, ses supplications, raconte-t-il, les larmes aux yeux. Il le torturait méthodiquement, lui posant sans cesse les mêmes questions. Où sont les négatifs? Combien de copies as-tu faites? À qui les as-tu confiées? Markovitch a résisté longtemps, plus longtemps que je ne l'aurais cru possible. Il savait que dès qu'il aurait tout révélé, il serait condamné. Alors il mentait, il donnait de fausses informations, il essayait de gagner du temps. Mais ces hommes étaient patients, méthodiques. Ils savaient comment briser quelqu'un. Michel décrit comment, après plusieurs heures de torture, Markovitch a finalement craqué. Il a révélé l'existence de 3 caches différentes, où il avait dissimulé des copies de ses photos les plus compromettantes. Une dans un coffre à la gare de Lyon, une autre chez un ami photographe à Marseille, et la 3e dans un appartement qu'il louait sous un faux nom dans le 18e arrondissement de Paris. Les tortionnaires ont noté soigneusement toutes ces informations, puis ils ont vérifié leur exactitude en envoyant des équipes récupérer les documents. Ce n'est que lorsqu'ils ont eu confirmation que Markovitch avait dit la vérité qu'ils ont décidé de son sort final. Michel ne décrit pas les détails de ce qui s'est passé ensuite, mais il laisse entendre que la fin du Yougoslave a été rapide, presque miséricordieuse comparée à ce qu'il avait enduré pendant les heures précédentes. Son corps a ensuite été transporté jusqu'à la décharge d'Elancourt, où il a été abandonné de manière à ce qu'il soit découvert rapidement. Pourquoi ne pas l'avoir fait disparaître complètement? Michel explique que c'était
délibéré. Le parrain voulait que le corps soit retrouvé, que l'affaire fasse du bruit, que tout le monde comprenne le message. Voilà ce qui arrive à ceux qui menacent les puissants. Mais voici le détail le plus troublant de ce que Michel nous révèle. Selon lui, Alain Delon savait. Peut-être pas tous les détails de l'opération, peut-être pas exactement ce qui allait se passer cette nuit-là, mais il savait que Markovitch était devenu un problème qui devait être résolu. Michel raconte une conversation qu'il a eue avec la star quelques jours avant la disparition du Yougoslave. Delon lui aurait dit « Stéphane est devenu incontrôlable. Il menace tout le monde. Il réclame de l'argent. Il parle trop. Quelqu'un va devoir s'occuper de lui. » Michel affirme avoir compris à ce moment-là ce que ces mots signifiaient vraiment. Ce n'était pas une simple expression de frustration. C'était presque un ordre, ou du moins un consentement tacite à ce qui allait suivre. Delon n'a peut-être pas donné l'ordre directement. Il n'a peut-être pas participé physiquement à l'élimination de Markovitch, mais il savait que cela allait arriver et il n'a rien fait pour l'empêcher. Cette révélation, si elle est vraie, change complètement notre perception du rôle de Delon dans cette affaire. Il n'était pas simplement une victime collatérale, un homme dont le nom a été traîné dans la boue à cause de son association avec Markovitch. Il était un acteur conscient, quelqu'un qui a choisi de laisser faire, qui a préféré protéger ses propres intérêts plutôt que de sauver la vie d'un homme qui avait été son employé, peut-être même son ami. Michel ajoute un dernier détail qui fait froid dans le dos. Quelques jours après la découverte du corps de Markovitch, Delon l'aurait convoqué pour une conversation privée. La star lui aurait simplement dit « Tu n'as rien vu, tu ne sais rien. Si quelqu'un te pose des questions, tu étais avec moi toute la soirée. » C'est compris? Michel avait compris. Il avait compris que son propre avenir, peut-être même sa propre survie, dépendait de son silence. Alors, il s'est tu pendant 35 ans, jusqu'à aujourd'hui. Le témoignage de Michel nous permet enfin de comprendre pourquoi l'enquête sur le meurtre de Markovitch a été si rapidement étouffée, pourquoi tant de preuves ont disparu, pourquoi tant de témoins ont changé leur version des faits. Ce n'était pas simplement une opération montée pour protéger Claude Pompidou et la réputation du futur président. C'était quelque chose de beaucoup plus vaste, une opération qui impliquait de multiples acteurs ayant chacun leur propre raison de vouloir que la vérité ne soit jamais révélée. Le parrain, dont Michel refuse toujours de révéler l'identité réelle, avait des connexions au plus haut niveau de l'État français. Il pouvait faire pression sur des juges, influencer des policiers, manipuler des journalistes. Et il avait un intérêt personnel à ce que l'affaire Markovitch soit enterrée, car les photos du Yougoslave ne compromettaient pas seulement des personnalités politiques, elles documentaient aussi des transactions financières illégales, des trafics d'armes, des opérations de blanchiment d'argent dans lesquelles le parrain était directement impliqué. Si ces informations avaient été rendues publiques, c'est tout un système de corruption internationale qui aurait été exposé, impliquant non seulement la France, mais aussi d'autres pays européens et même les États-Unis. Les enjeux étaient donc bien plus importants qu'un simple scandale de mœurs. Il s'agissait de protéger des intérêts économiques et géopolitiques majeurs, de préserver des alliances secrètes, de maintenir en place un ordre établi qui profitait à une petite élite au détriment de la transparence démocratique. Michel nous révèle aussi ce qui est arrivé
aux fameuses photos, après leur récupération dans les 3 caches indiquées par Markovitch. Contrairement à ce que beaucoup ont cru, elles n'ont pas été détruites immédiatement. Le parrain les a conservées, les considérant comme une assurance précieuse, une arme de dissuasion qu'il pourrait utiliser si nécessaire. Selon Michel, ces photos ont été placées dans un coffre-fort, dans une banque suisse, sous un nom d'emprunt, avec des instructions précises sur les conditions dans lesquelles elles pourraient être révélées. Si le parrain venait à mourir dans des circonstances suspectes, si quelqu'un tentait de le faire chanter ou de l'éliminer, un avocat de confiance avait pour mission de rendre ces photos publiques. C'était une stratégie classique dans le monde du renseignement et du crime organisé. Transformer un secret dangereux en bouclier protecteur. Mais voici le détail le plus intrigant. Michel affirme que le parrain est décédé de mort naturelle au début des années 2000 et que selon les termes de son testament, les photos devaient être détruites après sa disparition. Un notaire suisse aurait été chargé de cette mission et il aurait confirmé par écrit que les documents avaient été incinérés en présence de témoins. Mais Michel ajoute, avec un sourire énigmatique, « Bien sûr, on ne peut jamais être sûr de rien dans ce genre d'affaires. Qui nous dit que le notaire n'a pas gardé des copies? Qui nous dit qu'il n'y avait pas d'autres caches dont Markovitch n'a jamais parlé, même sous la torture? Les secrets ont une manière étrange de survivre à ceux qui les créent. Peut-être que quelque part, dans un coffre oublié, dans les archives d'un service de renseignement ou dans la collection privée d'un amateur de scandale, ces photos existent encore, attendant le moment opportun pour ressurgir et bouleverser à nouveau l'histoire officielle. Mais au-delà de la question des photos, le témoignage de Michel nous force à réfléchir sur la nature même de la justice et de la vérité dans une société démocratique. Combien de crimes restent impunis parce que leurs auteurs sont trop puissants, trop bien connectés, trop protégés par le système? Combien de victimes ne reçoivent jamais justice parce que les preuves ont été détruites, les témoins intimidés, les enquêtes sabotées? L'affaire Markovitch n'est pas un cas isolé. C'est simplement l'un des rares exemples où le voile s'est légèrement soulevé, nous permettant d'entrevoir les mécanismes sombres qui opèrent dans l'ombre du pouvoir. Et ce que nous voyons n'est pas rassurant. Nous voyons un système où la loi ne s'applique pas de la même manière pour tous, où certaines personnes peuvent littéralement s'en tirer avec un meurtre parce qu'elles ont les bonnes connexions, où la raison d'État est invoquée pour justifier des actes qui seraient considérés comme criminels dans n'importe quel autre contexte. Michel lui-même semble hanté par sa propre complicité dans ce système. Je me suis souvent demandé, nous confie-t-il, si j'aurais dû parler à l'époque, si j'aurais dû témoigner devant les juges, même si cela signifiait mettre ma propre vie en danger. Peut-être que si j'avais eu ce courage, Markovitch aurait eu droit à la justice qu'il méritait. Peut-être que d'autres vies auraient été sauvées, d'autres crimes évités. Mais j'ai choisi le silence. J'ai choisi ma propre sécurité, plutôt que la vérité. Et je dois vivre avec ce choix pour le reste de mes jours. Ce qui rend l'affaire Markovitch encore plus tragique, c'est qu'elle a détruit non seulement la vie du Yougoslave lui-même, mais aussi celle de nombreuses autres personnes qui ont été prises dans son sillage. Francine Markovitch, son ex-épouse, qui a passé des années à se battre pour obtenir justice, qui a été harcelée,
menacé, discrédité publiquement et qui a fini par sombrer dans la dépression et l'alcoolisme avant de quitter ce monde prématurément, brisée par un combat qu'elle ne pouvait pas gagner. Les policiers et les juges qui ont tenté de faire leur travail honnêtement, mais qui se sont heurtés à des murs de silence et à des pressions politiques, et qui ont dû vivre avec la frustration de savoir que la vérité leur échappait. Les témoins qui ont été intimidés, forcés de mentir ou de se taire, et qui portent encore aujourd'hui le poids de leur lâcheté ou de leur complicité forcée. Et puis il y a Claude Pompidou elle-même, dont le nom a été traîné dans la boue, dont la réputation a été détruite par des accusations qu'elle a toujours niées, et qui a dû vivre le reste de sa vie avec cette étiquette infamante, même si elle était peut-être totalement innocente de ce dont on l'accusait. Combien de vies ont été sacrifiées sur l'autel des ambitions politiques et des intérêts financiers? Combien de destins ont été brisés pour protéger les secrets des puissants? Ces questions restent sans réponse, mais elles nous rappellent que derrière chaque grande affaire d'État, il y a des êtres humains en chair et en os, des gens ordinaires dont les vies ont été bouleversées par des forces qu'ils ne contrôlaient pas et qu'ils ne comprenaient souvent même pas. Georges Pompidou lui-même, malgré sa victoire électorale et son accession à la présidence, n'a jamais vraiment échappé à l'ombre de l'affaire Marković. Ses proches racontent qu'il était obsédé par cette histoire, qu'il craignait constamment qu'un nouveau témoin ne surgisse, qu'une nouvelle preuve ne soit découverte, que le scandale ne ressurgisse et ne détruise tout ce qu'il avait construit. Cette angoisse permanente a eu des conséquences terribles sur sa santé. Les médecins qui l'ont soigné pendant ces dernières années ont tous noté que le stress chronique, l'insomnie, l'abus de médicaments avaient considérablement affaibli son organisme. Quand il a finalement développé la maladie qui allait l'emporter, son corps n'avait plus les ressources pour lutter. Il est décédé le 2 avril 1974, à l'âge de 62 ans seulement, après moins de 5 ans de présidence. Certains de ses biographes affirment que l'affaire Marković a littéralement raccourci sa vie, que le poids des secrets qu'il portait l'a consumé de l'intérieur. Dans ses derniers jours, alors qu'il était hospitalisé et qu'il savait que la fin approchait, Pompidou aurait confié à un proche: « J'ai payé le prix fort pour le pouvoir. J'espère seulement que l'histoire me jugera avec équité, qu'elle comprendra que j'ai fait ce que je pensais être nécessaire pour la France. » Ces mots révèlent un homme tourmenté, conscient de la complexité morale de ses actions, cherchant peut-être une forme de rédemption, ou au moins de compréhension. Mais l'histoire, comme nous le savons, est rarement équitable. Elle retient les scandales plus facilement que les nuances, les accusations plus facilement que les justifications. Et pour Georges Pompidou, l'affaire Marković restera probablement à jamais la tache la plus sombre sur son héritage politique. Après la disparition de Pompidou, l'affaire Marković est progressivement tombée dans l'oubli. Les nouveaux présidents avaient leurs propres problèmes, leurs propres scandales à gérer. Les journalistes se sont tournés vers d'autres sujets. Le public français, lassé par des années de révélations et de contre-révélations qui ne menaient nulle part, a fini par passer à autre chose. Mais l'affaire n'a jamais vraiment été résolue. Le meurtre de Stefan Marković reste officiellement un mystère non élucidé. Personne n'a jamais été condamné pour ce crime. Les véritables commanditaires
n'ont jamais été identifiés publiquement. Les preuves ont disparu, les témoins se sont tus, et la vérité a été enterrée sous des couches de mensonges, de manipulations et de secrets d'État. Mais voilà que 50 ans plus tard, des témoins comme Michel commencent à parler, des archives commencent à être déclassifiées, des historiens commencent à reconstituer patiemment ce qui s'est vraiment passé. Et ce qu'ils découvrent confirme ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps. L'affaire Markovitch n'était pas un simple fait divers criminel. C'était une affaire d'État de première importance, impliquant les plus hautes sphères du pouvoir français, révélant l'existence d'un système de corruption et de violence qui opérait en dehors de tout contrôle démocratique. Cette révélation tardive ne rendra pas justice à Stevan Markovitch, elle ne réparera pas les vies brisées, elle ne punira pas les coupables qui sont pour la plupart déjà disparus, mais elle a au moins le mérite de rétablir une part de vérité, de rappeler que même les secrets les mieux gardés finissent par être révélés, que même les crimes les plus soigneusement dissimulés laissent des traces que les historiens patients peuvent retrouver. L'affaire Markovitch nous enseigne aussi quelque chose de fondamental sur la nature du pouvoir dans les démocraties modernes. Elle nous montre que derrière la façade des institutions respectables, derrière les discours sur l'état de droit et la séparation des pouvoirs, il existe des zones d'ombre où les règles normales ne s'appliquent pas, où des décisions sont prises en secret par des hommes qui n'ont de compte à rendre à personne, où des opérations illégales sont menées au nom de la raison d'État. Ces zones d'ombre existent dans tous les pays, même les plus démocratiques. Elles sont le prix que nous payons pour la complexité de nos sociétés modernes, pour les compromis nécessaires entre les idéaux et la réalité, entre la transparence et la sécurité nationale. Mais elles représentent aussi un danger permanent pour la démocratie elle-même, car elles créent un espace où l'abus de pouvoir devient possible, où les puissants peuvent agir en toute impunité, où la justice devient à deux vitesses. L'affaire Markovitch nous rappelle que nous devons rester vigilants, que nous ne devons jamais accepter aveuglément les versions officielles, que nous devons continuer à poser des questions même quand les réponses sont inconfortables, que nous devons soutenir ceux qui ont le courage de révéler la vérité même quand cette vérité dérange les élites. Car sans cette vigilance constante, sans ce refus de l'oubli et du mensonge, la démocratie n'est qu'une façade vide, un mot creux qui cache une réalité bien plus sombre. Aujourd'hui, plus de 50 ans après les faits, que reste-t-il de l'affaire Markovitch? Des souvenirs fragmentaires, des témoignages contradictoires, des documents incomplets, des photos qui existent peut-être encore quelque part ou qui ont peut-être été détruites à jamais. Mais surtout, il reste des questions sur ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là dans la villa de Neuilly, des questions sur qui a vraiment ordonné le meurtre de Stevan Markovitch et pourquoi, des questions sur le rôle exact de chacun des protagonistes, de Delon à Marc-Antony, de Pompidou à de Maranche, du parrain mystérieux aux agents anonymes qui ont exécuté les basses œuvres. Des questions sur ce que contenaient vraiment ces fameuses photos, sur qui y figurait, sur ce qu'elles révélaient exactement. Des questions sur combien d'autres affaires similaires ont été étouffées au fil des décennies, combien de crimes sont restés impunis, combien de vérités ont été enterrées.
Ces questions resteront probablement sans réponse définitive. Trop de temps s'est écoulé, trop de témoins ont disparu, trop de preuves ont été détruites. Mais peut-être que c'est justement cela qui rend l'affaire Markovitch si fascinante et si importante. Elle nous rappelle que l'histoire n'est jamais complètement écrite, que la vérité n'est jamais définitivement établie, qu'il y a toujours des zones d'ombre, des mystères non résolus, des secrets qui attendent d'être révélés. Elle nous invite à ne jamais cesser de questionner, de chercher, de douter des récits officiels. Elle nous rappelle que notre devoir en tant que citoyens d'une démocratie est de rester curieux, critique, vigilant face aux abus de pouvoir, où qu'ils se produisent et quelle que soit l'époque. Et puis il y a cette question finale, peut-être la plus troublante de toutes. Si l'affaire Markovitch s'est produite dans la France des années 60, qu'est-ce qui nous garantit que des affaires similaires ne se produisent pas encore aujourd'hui? Les mécanismes qui ont permis l'étouffement de ce scandale, les réseaux de pouvoir qui ont protégé les coupables, les moyens de pression qui ont réduit les témoins au silence, tout cela existe-t-il encore sous des formes modernes? Les technologies ont changé, les méthodes se sont sophistiquées, mais la nature humaine reste la même. Le désir de pouvoir, la volonté de protéger ses secrets, la tentation d'utiliser tous les moyens disponibles pour éliminer les menaces, tout cela n'a pas disparu avec la fin du XXe siècle. Peut-être qu'en ce moment même, quelque part dans les coulisses du pouvoir, se déroule une nouvelle affaire Markovitch, avec de nouveaux protagonistes, mais les mêmes mécanismes, les mêmes abus, les mêmes mensonges. Peut-être que dans 50 ans, des historiens découvriront des documents qui révéleront des scandales dont nous ne soupçonnons même pas l'existence aujourd'hui. Cette pensée devrait nous inquiéter, mais elle devrait aussi nous motiver à rester vigilants, à soutenir le journalisme d'investigation, à défendre la liberté de la presse, à exiger la transparence de nos dirigeants. Car si nous n'apprenons pas les leçons de l'affaire Markovitch, si nous oublions ce qui s'est passé et comment cela a pu se produire, alors nous sommes condamnés à voir l'histoire se répéter, encore et encore, avec de nouvelles victimes et de nouveaux scandales étouffés. L'héritage de Stevan Markovitch est complexe et ambigu. D'un côté, c'était un homme qui vivait dans les marges de la légalité, qui organisait des soirées douteuses, qui pratiquait le chantage, qui fréquentait des criminels. Il n'était certainement pas un saint, et ses propres actions ont contribué à sa perte. Mais d'un autre côté, il est devenu, malgré lui, un symbole de la lutte entre les puissants et les faibles, entre ceux qui peuvent se permettre de violer la loi en toute impunité et ceux qui paient le prix ultime pour leur transgression. Sa disparition tragique nous rappelle que dans le monde du pouvoir et de l'argent, la vie humaine a parfois moins de valeur qu'un secret bien gardé, qu'une réputation préservée, qu'une carrière politique protégée. Et c'est peut-être cela, le véritable scandale de l'affaire Markovitch. Non pas les détails sordides des soirées de Neuilly, non pas les photos compromettantes qui ont peut-être existé ou peut-être pas, mais le fait qu'un homme a été torturé et assassiné, et que ces meurtriers n'ont jamais été punis parce qu'ils étaient protégés par un système qui place les intérêts des élites au-dessus de la justice pour tous. Cette réalité dérangeante continue de résonner aujourd'hui, nous rappelant que la lutte pour une véritable égalité devant la loi, pour une justice qui s'applique à tous sans distinction de rang ou de fortune, est loin d'être terminée.
Dans les années qui ont suivi la disparition de Pompidou, plusieurs tentatives ont été faites pour rouvrir l'enquête sur le meurtre de Markovitch. Des journalistes ont publié de nouveaux livres, des documentaires ont été réalisés, des témoins ont été réinterrogés. Mais à chaque fois, l'affaire s'est heurtée aux mêmes obstacles. Le manque de preuves matérielles, la disparition des documents clés, le silence ou la mort des témoins principaux, et surtout, le manque de volonté politique pour aller au fond des choses. Car rouvrir vraiment l'affaire Markovitch signifierait remettre en question toute une période de l'histoire française, révéler des vérités embarrassantes sur des institutions respectées, salir la mémoire de personnages historiques importants. Quel gouvernement serait prêt à prendre ce risque? Quel président accepterait de voir son prédécesseur accusé publiquement de complicité dans un meurtre? La réponse est évidente. Aucun. Et c'est ainsi que l'affaire Markovitch reste dans les limbes, ni complètement oubliée, ni vraiment résolue. Un fantôme qui hante l'histoire française, mais que personne n'ose vraiment affronter. Les archives restent partiellement classifiées. Les témoins continuent de se taire ou de mourir en emportant leurs secrets. Et la vérité complète semble s'éloigner un peu plus chaque année qui passe. Mais peut-être que c'est justement cette impossibilité de clore définitivement l'affaire qui en fait toute la puissance symbolique. Elle reste ouverte, comme une blessure qui ne guérit jamais complètement, nous rappelant constamment que la justice n'a pas été rendue, que des questions restent sans réponse, que des coupables n'ont jamais été punis. Stimate telespectatori, dacă ați urmărit această poveste tragică până la final, scrieți în comentarii din ce oraș sunteți. Ne este important să știm unde Stevan Markovitch și scandalul care a zguduit Franța sunt încă amintite. Și abonați-vă la canal pentru a nu pierde adevărul.